Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus pour cette conversation que je suis particulièrement heureux d'animer et d'entendre, comme vous, parce que nos deux invités ont vraiment, je pense, beaucoup de choses à nous apporter dans leur regard sur la société ukrainienne en guerre et avant-guerre aussi, sur la manière dont la guerre a pu la transformer. Vous avez tous les deux, de manière différente, mais dont je pensais qu'elles pouvaient se croiser de manière fructueuse. Vous avez tous les deux enquêté, été sur le terrain et raconté en faisant notamment le portrait de soldats ukrainiens, mais pas seulement non plus, raconter ce qui se passe en ce moment réellement, concrètement sur le terrain ukrainien, dont on entend beaucoup parler de manière abstraite. C'est bien d'avoir ce retour au terrain grâce à vous. Je vous présente en deux mots Anna Colin-Lebedev. Vous êtes sociologue et politologue. Vous avez travaillé, en particulier, vous avez publié deux livres, je crois, sur le sujet, sur le mouvement des mères de soldats en Russie. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, en 22, vous avez publié deux livres, Jamais frères, dont le sous-titre était Ukrainien et Russe, une tragédie post-soviétique qui a montré que vous étiez une des plus fines connaisseurs des deux sociétés et votre analyse parallèle a été une des plus utiles, je pense, dans la production française, les plus utiles pour nous aider à comprendre quels étaient les enjeux réels de cette guerre au-delà des tombereaux de propagande qu'on a pu entendre. Et vous avez publié ce printemps, en juin, je crois, un petit livre dans la collection Libelle du Seuil, sous le titre Ukraine, la force des faibles, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Michel Hazanavicius, bonjour et merci aussi d'être là. Il y a eu beaucoup de personnalités éminentes au rendez-vous de l'histoire. C'est peut-être la première fois que nous recevons quelqu'un qui est détenteur d'Oscar. Donc, puisque je rappelle que vous avez eu, votre film The Artist a reçu 5 Oscars en 2012, dont celui de meilleur réalisateur et de meilleur film. On connaît aussi, enfin beaucoup, on connaît très bien vos films, notamment les deux des films les plus drôles de ces dernières années, qui étaient les deux OSS 117 que vous avez réalisés. Eh oui, mais vous savez, on ne rit pas tant que ça au cinéma. Et beaucoup plus récemment, vous avez publié, pardon, l'habitude, vous avez sorti un film d'animation extraordinaire, je dois le dire, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, d'après le livre, le grand livre de Jean-Claude Gambert. Et donc, vous avez publié, et ça sera l'objet de notre discussion, vous avez publié cette année chez Alary un livre qui s'appelle Carnet d'Ukraine. Peut-être peut-on commencer avec ce livre d'ailleurs. Donc, si vous voulez déjà nous dire un mot de ce projet, ce sont des carnets d'un séjour que vous avez fait en Ukraine en novembre 2023. Est-ce que vous pouvez raconter comment, ce n'était pas votre premier séjour d'ailleurs en Ukraine, je crois, depuis le début de l'invasion à grande échelle, et quel a été ce projet, pourquoi ce séjour-là a-t-il été l'objet de ces carnets? Euh, alors, donc, pour vous raconter, il faut que je reparte un petit peu en arrière, donc ça va prendre peut-être, je sais pas, je vais essayer de faire court, mais c'est Non, voilà, mais je- 3-4 minutes. Au début, donc au moment de l'invasion à grande échelle, il y a eu un peu partout, beaucoup en France, un mouvement de solidarité très répandu dans la population française. Beaucoup de gens ont fait des choses, accueillis, envoyé de l'argent, des denrées, et donc de mon côté, moi, en tant que président de la FEMIS, on a accueilli très rapidement 4 étudiants qu'on a logés, etc. Bon, il y a eu quand même un mouvement un peu national. Donc, un peu comme tout le monde, j'ai participé à ça, et à un moment donné, j'ai organisé une vente aux enchères. J'ai appelé des gens de cinéma du monde entier pour qu'ils me donnent des objets personnels, et on les a vendus avec Arcurial, et on a dégagé 250 000 euros que j'ai envoyé à une plateforme de dons qui, entre-temps, avait été créée par le président Zelensky. Et donc, avec l'assurance que l'argent a été dépensé vraiment directement sur place. Alors, ils ont vu arriver 250 000 euros, ils m'ont appelé, et ils m'ont proposé d'être ambassadeur. Donc, je me suis retrouvé ambassadeur de cette plateforme, ambassadeur en France. Et donc,
cette plateforme dont rappeler le nom de la plateforme, oui, ça alors, peut servir. bah, bien sûr, puis je vais en parler, bien sûr. Cette plateforme s'appelle United 24 et vous pouvez mettre de l'argent, dessus directement. L'argent est fléché là où vous avez envie, que ce soit sur la reconstruction, le déminage, les enfants, l'humanitaire, les drones, le militaire en général. Voilà, vous mettez l'argent où vous avez envie qu'il soit. Heu, J'en profite pour vous dire que les droits d'auteur et les droits d'éditeur de ce livre vont directement sur cette plateforme, United 24. Donc ce livre est un peu du bénévolat, enfin voilà. Et donc voilà, donc en tant qu'ambassadeur, j'ai été amené à aller plusieurs fois à Kiev et au cours d'un de ces voyages, j'ai rencontré un soldat, un type assez incroyable qui était, avant-guerre, chanteur, poète, animateur d'une émission de télé à succès, et cetera, qui s'est engagé comme beaucoup d'Ukrainiens le premier jour, qui s'est retrouvé à Odessa et qui, de fil en aiguille, on racontera peut-être son histoire ou pas, Oui, elle est dans le livre en tout cas, oui, c'est un des a nombreux portraits qui donne la matière au livre. ouais, C'est Colia, en l'occurrence. Colia exactement et qui a créé une unité, qui d'abord un peu une association, une organisation qui est devenue une unité officielle de l'armée qui s'appelle les forces culturelles et qui organise des, entre guillemets, parce que le mot est pas tout à fait bien choisi, mais des spectacles, mais c'est un peu plus compliqué que ça, sur le front, pour les soldats, sur le front. Et lui, on a sympathisé tout de suite et il m'a dit: «Faut absolument que tu viennes sur le front, faut que tu viennes voir les gars et tout ça» et donc je lui ai dit: «OK» et donc je me suis dit: «Bon, enfin, je faire un voyage, entre guillemets «de touriste», je trouve ça quand même très étrange» et donc j'ai essayé de réfléchir à que faire de cette opportunité-là et donc que faire? C'était un livre, pardon, hem, qui était un livre de portraits, enfin que j'ai tout de Oui, suite pensé comme ça et donc j'ai demandé à Colia de m'organiser une série de rendez-vous de soldats, de oui. combattants, et de combattantes Et à Kiev et au bord alors de au départ c'était juste à l'arrière du front. ouais, au départ c'était juste alors pas sur le front, Non, pas non, ce qu'on appelle à juste à zéro, l'arrière. mais Oui, à quelques, je sais pas, peut-être 2 kilomètres, oui, 5 kilomètres et cetera. En tous les cas, à distance d'oreille du oui, front, ça c'est sûr, et même à distance de missile pour tout oui. dire. Et du coup là, donc j'ai rencontré plein de gens et le Donc, livre pardon, vous tracez le portrait écrit et dessiné. écrit et dessiné, voilà exactement. Ce que je n'aurais pas osé faire il y a quelques années, mais après avoir fait un film d'animation qui non seulement comment dire, m'a permis d'évoluer dans le dessin, parce que j'ai dessiné pendant 5 ans, donc voilà, vous faites, des progrès. Mais en plus de ça, bon, j'étais plutôt pudique ou réservé sur, le fait de montrer des dessins, parce que voilà, c'était une pratique, disons intime, personnelle. Bon, voilà, donc j'ai décidé de faire ce livre, portrait dessiné, écrit et puis ça va un peu plus que les portraits, parce que je Oui, raconte aussi en filigrane l'histoire d'un type qui n'a rien à faire là, moi en l'occurrence, enfin qui est un vierge de toute, zone de guerre, oui. qui découvre, ce que c'est Oui, qu'une zone c'est de c'est guerre. une des dimensions intéressantes du livre, en dehors même des portraits qui sont passionnants, mais vous racontez notamment, vous avez des notations sur le fait qu'on reconnaisse rapidement, en fait, même à Kiev, qui n'est pas sur le front, que le pays est en guerre. Vous avez au tout début du livre des notations sur ça. Vous dites il y a les traces de la guerre, il y a les checkpoints, il y a les alertes, et vous notez quelque chose. Vous dites ce qui me frappait surtout, c'est le nombre d'estropiés qu'on voit dans la rue. Oui, alors moi je suis né en 67 et quand j'étais petit, les Guardian Square par exemple Oui, ou même dans les métros, il y avait marqué place réservée pour les grands invalides de guerre et cetera. Il y avait encore dans les années 70 des traces alors des différentes guerres, parce qu'il y a eu jusqu'à la guerre d'Algérie, mais ça a disparu ici. oui, Il y a plus de traces de la guerre ici et quand vous allez là-bas, vous voyez ces traces de la guerre. Alors elles sont très visibles parfois parce que le
des bâtiments, les statues au milieu des places sont protégées. Il y a ce qu'on appelle les hérissons tchèques, c'est ces espèces d'installations en forme de croix anti-char. Mais effectivement, la présence des estropiés, des gens à qui il manque une jambe, qui est un bras, etc., et qui n'est pas, qui n'est qui n'est pas vécu comme un handicap, qui n'est pas vécu comme quelque chose de honteux. Euh, ce sont des gens qui ont été se battre, et donc le rapport au corps est différent. Oui. Pour donner une idée des portraits des personnes que vous rencontrez lors de ce séjour dont vous parlez dans le livre, justement, je pensais à Olga en particulier, qui est une figure très frappante, qui est cette championne de karaté. Elle a 24 ans, elle est championne de karaté, violoniste, elle prend des cours pour devenir chef d'orchestre, et elle a combattu, elle a été blessée 5 fois, elle a perdu un œil. Est-ce que vous pouvez dire ce qui se passe quand vous rencontrez une figure comme elle? Mais c'est ce qui se passe, je vous dis, moi, donc quand j'y suis, j'ai 56 ans, 57 même d'ailleurs, et j'ai devant moi une jeune femme de 24 ans, et j'ai l'impression d'être un gamin. C'est-à-dire, elle a, je l'ai Oui, appelée la super-héroïne. Des fois, je leur donne des noms de ce qu'ils m'ont évoqué. oui. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui est hors du commun. C'est vraiment une super-héroïne, elle a été élevée dans une espèce de discipline qui l'a préparée finalement à être cette guerrière un peu hors pair, qui est tout à fait incroyable, d'un courage dingue. Elle vous raconte tout avec une espèce de sourire, et puis avec un sourire un peu accroché aux lèvres, comme beaucoup de gens qui ont vécu des choses très dures. euh, Ils s'accrochent un peu à leur sourire comme un radeau, on a un peu l'impression. Ça revient très souvent dans le livre. Et Oui, je me suis rendu vous compte parlez de après, l'humour, vous parlez du beaucoup, sourire, du ouais, rire. je me suis rendu compte après coup que peut-être, je sais pas, 80% des portraits dessinés sont Oui, souriants. oui. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point la vie passe quoi qu'il arrive. Même dans une situation effroyable, terrorisante, la vie passe, les gens rigolent, les gens font, alors que ça correspond pas tout à fait à l'idée qu'on s'en fait au premier abord. Oui. Et elle, je vous dis, oui, c'est un destin complètement incroyable. Les premières bombes sont tombées sur Kiev, il était 5h30 du matin. À 6h, elle était devant le bureau d'enrôlement. Elle n'a Et pas osé le dire à sa mère. elle a menti, mais Ouais. beaucoup de gens ont menti pour s'engager. Beaucoup d'hommes m'ont raconté qu'ils avaient menti à leur femme. Et ce qui était même douloureux pour certains, c'est très touchant, des gens qui s'en veulent d'avoir menti à leur femme. C'est un vrai. Il faudrait faire un livre aussi sur les familles des combattants, et notamment sur les femmes des combattants euh, à qui, finalement, elles n'ont pas l'héroïsme supposé de la guerre, mais qui partagent ce genre de Bien sûr. décisions, qui les partagent et qui les subissent et les partagent. Et les types que j'ai rencontrés le savent très bien, donc ça donne beaucoup d'humanité aussi Oui. à cette décision. Une des choses frappantes, et ça peut faire le lien avec le travail d'Anna, c'est vous rencontrez certains militaires de métier. Je ne crois pas qu'ils soient majoritaires d'ailleurs dans le livre. Au contraire, Ouais. le plus souvent, et c'est naturel puisque cette guerre a mobilisé des centaines de milliers de civils, vous rencontrez en fait, des civils en armes, des civils devenus soldats. C'est et une des choses dans les portraits que vous faites, qui sont souvent de courts récits de vie, on voit aussi l'évolution rapide. Comment on devient soldat, comment on décide de se mobiliser. Vous le disiez d'Olga, le matin même, elle se mobilise. Kolia, 2 jours après le 24 février. La plupart du temps, d'ailleurs, les gens se mobilisent extrêmement vite, les Mmh. civils qui se sont engagés. Euh, Anna, vous parlez, votre dernier livre parle de la question justement de l'engagement de la société civile ukrainienne dans la guerre. Est-ce que dans les portraits qu'on vient d'évoquer, dans les portraits du livre de Michel, vous reconnaissez ce que vous avez vous-même, les gens, vous retournez régulièrement en Ukraine, vous y étiez encore en septembre dernier, vous avez rencontré énormément, vous aussi, de ces civils devenus soldats. Est-ce que le regard de Michel Hazanavicius correspond à ce que vous voyez vous-même?
On est effectivement frappé par l'intensité de ces destins, toujours, hein, et par la capacité de ces personnes que l'on rencontre, qui sont engagées de diverses manières. Certains prennent les armes, mais d'autres, tout aussi intensément, en fait, sans les armes à la main, sont sur le front et sont absolument centraux à la conduite de la guerre, ou sont en arrière, à l'arrière du front, et font Il y en que a aussi cela est dans votre livre possible. d'ailleurs. Donc, cette intensité est là, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à regarder davantage l'ordinaire qu'il y a en eux. Oui. Le côté citoyen ordinaire qui précisément ne s'envisageait pas du tout en train de prendre les armes ou de s'engager dans la guerre. On constate en effet en février 2022 à quel point, et c'est quelque chose que je mentionne dans ce petit texte, à quel point en fait les gens comprennent rapidement quelle sera leur place dans cette guerre. La plupart du temps, il faut quelques heures, hein. Il y a 1 heure de sidération souvent, et puis en fait, au bout d'1 heure, on passe les coups de fil qu'il faut passer, on s'organise et on va là où on pense que sera sa place. Vous dites dans Et le livre, vous entendez tout le temps comme un refrain la question comment puis-je être utile? comment puis-je Ce qui être peut prendre utile? justement différentes formes, pas seulement militaires. Et pour moi, en fait, derrière ce temps court, ce temps extrêmement court du 24 février 2022, il y a le temps long des 8 années précédentes. Et c'est parce qu'il y a eu les 8 années précédentes que l'on a tendance à négliger un peu, parce que, bon, guerre de basse intensité, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Quand on est en Ukraine, à ce moment-là, en dehors de la zone de front, quand on connaît l'Ukraine, bien évidemment, on identifie la guerre très très vite, mais quand on est un visiteur, on a l'impression qu'en réalité, c'est quelque part dans une région, etc. Mais en fait, cette société qui est en guerre en réalité, qui est agressée en fait depuis longtemps, au moment où la grande invasion arrive, Depuis elle s'est 2014. transformée, voilà, depuis 2014, elle s'est transformée en fait tout au long de ces années, pour que précisément à ce moment-là, chaque citoyen à sa place ait une possibilité aussi d'identifier ce qu'il a à faire. Et cette logique-là, c'est ce que j'essaie de décrire, c'est une logique par le bas. C'est pas du tout l'État qui est en train de mobiliser la société, militariser les citoyens, organiser la défense. Alors l'État joue un rôle, mais pour moi, ce qui est extrêmement original dans le cas ukrainien, c'est à quel point, en fait, il y a tout un tas de choses totalement contre-intuitives et de petits ruisseaux qui ont constitué cette Oui, capacité de défense que nous voyons depuis 2022. parce que c'est l'objet de votre texte, la force des faibles, et au fond d'essayer de comprendre le, le phénomène qui est peut-être le phénomène le plus important de la guerre depuis le début de l'invasion à grande échelle, c'est-à-dire la résistance des Ukrainiens. C'est d'autant plus important que justement, et on le voit particulièrement aujourd'hui, toute la propagande russe et tous ses relais, qui sont nombreux, y compris dans ce pays, essaient de parler de l'écrasement de l'Ukraine, de sa défaite certaine, de la fatalité de la défaite, en ne rappelant pas que cette fatalité, c'est ce qu'ils annonçaient pour la première semaine après le 24 février 2022. Or, justement, ça ne s'est pas passé, le pays n'a pas été écrasé, et aujourd'hui encore, il tient. Il tient, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, aussi parce que l'Occident a livré des armes, insuffisamment, mais enfin il en a livré, mais vous le rappelez, derrière chaque arme, il y a un Ukrainien. Et il y a cette mobilisation-là. Et donc il s'agit dans votre texte de comprendre pourquoi ils ont tenu. Et vous avez commencé à amorcer l'explication, mais je vais citer une étude que vous citez, une étude sur la société ukrainienne qui date de 2012. Parce qu'en fait, vous procédez de cette manière, vous essayez de comprendre, vous regardez la société d'avant-guerre pour essayer de comprendre ce qui s'est transformé et transformé si vite pour arriver à cette résistance. Je cite quelques chiffres de cette étude. En 2012, 22% des Ukrainiens avaient confiance dans leur président. 12% avaient confiance dans le Parlement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soutenaient l'opposition, puisqu'ils étaient à moins d'un quart de soutien de l'opposition. Un tiers seulement soutenait l'armée. 15% soutenaient les forces de l'ordre. Ça s'appelle une société qui refuse son État, en tout cas qui est d'une défiance monumentale contre son État. Or, vous partez de ça pour dire, c'est précisément pour cette raison, c'est ce que ces chiffres expriment, qui peut permettre de comprendre la force
de cette faiblesse, justement. Est-ce que vous pouvez expliquer votre analyse? Par quel raisonnement vous arrivez à cette conclusion? C'est vrai que c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une société qui aura la capacité de résister est celle où il y a une très forte confiance des individus dans leurs institutions, une solidarité derrière l'État, une armée organisée qui est capable de résister. Or, en fait, quand on essaie de cocher toutes ces cases-là, on ne retrouve rien de tout ça dans l'Ukraine. Il y a un contre-exemple, c'est l'Ukraine. Voilà, il y a un contre-exemple, c'est l'Ukraine. Ajoutons-y les conclusions qui sont faites par toutes les enquêtes qui sont faites à ce moment-là en disant c'est une société individualisée, atone, incapable de se mobiliser pour une cause d'intérêt général. Et divisée, terriblement divisée. Et qui est perçue. Qui se perçoit elle-même comme divisée. Moi, à mon sens, aujourd'hui, en fait, cette perception était erronée. Cette vision de la société d'elle-même était en grande partie erronée. Et en fait, c'est vrai qu'il faut descendre un petit peu dans les rouages du fonctionnement social pour comprendre en fait ce qu'il y a derrière ces chiffres. C'est-à-dire qu'on a souvent décrit, moi je me rappelle très bien, en 2014, toutes ces analyses qui disaient l'Ukraine, cet État failli. Oui. L'État était certainement fragile. Il y avait la problématique de la corruption qui était là, la perception d'institutions inefficaces, mais une perception qui était là depuis l'indépendance de l'Ukraine, c'est-à-dire depuis 1991, donc ça faisait déjà quelques décennies. Et en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est quel était le rapport des citoyens à leur pays dans ce contexte-là. Et le rapport des citoyens à leur pays dans ce contexte-là, c'est on n'attend rien de l'État. L'État, s'il doit rater un truc, il va certainement le rater. Bon, en France, on n'est pas mauvais non plus en fait dans ce type de posture. On est bien forcé. Oui. Et donc, mais la conclusion n'est pas, je dirais, n'est pas le rejet de l'État, mais l'idée que finalement, si on tient à quelque chose, chaque citoyen doit le faire de lui-même. Oui. Et pardon, vous faites la distinction fondamentale entre l'État, le rapport des citoyens à l'État et leur rapport au bien commun. Oui, c'est ça. C'est peut-être, justement, ils sont d'autant plus au service du bien commun, par eux-mêmes, individuellement, avec un sens d'initiative, qu'ils ne comptent pas tellement sur l'État pour le défendre. Oui, et c'est effectivement assez étonnant de le constater, mais on le voit vraiment très très bien en 2014. En 2014, les forces armées ukrainiennes sont quasi inexistantes. C'est-à-dire qu'elles sont bien là. Numériquement, il y a un certain nombre de combattants, nombre qui a diminué d'ailleurs d'année en année. C'est une institution sous-financée, corrompue, non armée, à peine nourrie, enfin voilà, assez misérable en fait dans la société ukrainienne. Et lorsque l'armée russe annexe la Crimée et que les insurrections démarrent dans le Donbass, ce que nous on entend chez les citoyens ukrainiens quand on enquête auprès d'eux, c'est l'ennemi est en train d'arriver sur nos terres, c'est à nous de prendre les armes parce que personne ne le fera à notre place. Oui. Et c'est à nous de construire aussi des institutions qui tiendront, qui seront solides, qui nous permettront de vivre dans cette maison commune à laquelle ils tiennent en fait. Et moi, ce que j'ai entendu à répétition chez les Ukrainiens, c'est l'État, c'est nous. Et dans l'État, c'est nous, il y a cette idée de l'État sera ce que chacun de nous mettra dedans. Oui. Et concrètement, vous parlez de 14. Pour mémoire, en 2014, ce qui se passe en 2014, c'est qu'il y a la révolution de Maïdan, avec les manifestations qui ont commencé en novembre 2013 ou décembre, 2013. Novembre, qui protestait contre le refus par le président pro-russe Yanukovych de la coopération avec l'Union européenne. Il est destitué, enfin, il est obligé de quitter le pouvoir. Il s'enfuit. Il s'enfuit piteusement en Russie en février 14. Et c'est là que les Russes réagissent. Et donc, que la guerre commence en réalité, par l'annexion de la Crimée et par l'envoi de troupes d'abord non reconnues par le pouvoir russe, d'envoi de troupes dans le Donbass. Et donc, il faut réagir et l'armée est faillie aux yeux des Ukrainiens. Et là, se mettent en place les bataillons volontaires qui jouent un rôle très important et qui jouera comme préparation à l'invasion à grande échelle, un rôle qui reste important. Et là, on a ces gens ordinaires, justement. On rencontre déjà un certain nombre d'Ukrainiens ordinaires qui ne s'imaginaient absolument pas prendre les armes. La plupart n'ont aucune expérience de service militaire d'aucune sorte et qui se retrouvent, en fait, non pas dans les forces armées, parce qu'il n'y a pas de forces armées, enfin, il y en a très, très peu dans les premiers mois, mais ils se retrouvent à faire forces armées. Hein. Et donc,
Alors, la phase de haute intensité de cette guerre-là ne durera pas très longtemps. En février 2015, c'est fini. Il y a les accords de Minsk II. La guerre continue, mais avec une intensité basse. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette société qui se perçoit en guerre a la conviction qu'il faut développer les forces armées, qu'il faut transformer cet État parce que on fait face à une menace. Il y a des expériences fortes et douloureuses qui sont là. Par exemple, vous voyez, l'une des personnes qui aujourd'hui joue le rôle le plus actif au sein de la société civile dans la diffusion des technologies des drones, c'est une femme, elle s'appelle Maria Berlinska. C'est une ancienne combattante, c'est une très jeune femme, c'est une ancienne combattante blessée au combat dans la première phase de la guerre. Et elle s'engage en tant que civile, elle est juriste de formation, elle n'a absolument rien de militaire, à un moment où, par exemple, les femmes n'ont pas accès à des positions combattantes dans l'armée. C'est-à-dire qu'elle combat, mais officiellement, elle a un poste de bureau. Elle militera pour l'acceptation des femmes aux positions combattantes dans l'armée. Elle sera une figure très importante de cette réforme qui aura lieu. Et aujourd'hui, elle est de ceux qui sont pas sur le front, bien évidemment, mais grâce à qui cette innovation permanente autour de la technologie des drones peut se faire. Oui. Michel Hazanavicius, vous avez, parmi les parcours que vous racontez, vous avez pu observer cette mobilisation par le bas qui commence dès 2014. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais plusieurs personnes parmi ceux que vous avez rencontrés s'éveillent à ce moment-là aux questions politiques et s'engagent parfois. Oui. Alors, il y a soit ceux qui habitent dans la région et qui, de fait, s'engagent à ce moment-là, soit ceux qui ont un peu une conscience politique un peu plus affûtée que les autres. C'est vrai que alors, moi, je me suis jamais posé avec cette hauteur de vue que vous avez. Je suis resté très à hauteur d'homme, en fait. Oui. Donc j'ai du mal à dire, quand vous dites, vous racontez comment on devient soldat, je raconte comment un type est devenu soldat, comment un autre est devenu soldat, comment une femme s'est engagée. Mais c'est très 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est comme ça qu'on fait de la bonne sociologie au bout du compte. Chez En vous tous les aussi, il y cas, a quelques portraits. En tous les cas, le livre ne tire pas de. L'autre fois, j'ai fait une rencontre comme celle-ci, puis on m'a cité Edward Kipling qui disait racontez-moi un fantassin, je vous raconterai tous les fantassins. Et j'ai été obligé, à mon grand regret, d'être un peu en désaccord avec un grand auteur, parce que, en tous les cas, je n'ai pas la vocation encore une fois, avoir cette hauteur de vue. Oui, mais Et en d'ailleurs, revanche, quand vous entendez Anna, c'est vous que ça reconnaissez... correspond complètement. Ils C'est rentrent ça. à peu près tous effectivement dans le schéma général que vous racontez. Et c'est vrai qu'en fait, quand on entend il y a eu 150 morts, ou les gens font ci, les gens font ça, moi, ça me met un peu dans une abstraction. Et c'est vrai qu'il faudrait prendre le temps de dire il y a eu un mort, plus un mort, plus un mort, plus un mort. Il faudrait prendre le temps de compter un par un, parce que les gens meurent un par un, en fait. Ils ne meurent pas tous ensemble. Et donc, l'idée, c'est d'être à cette hauteur-là de chacun, en fait. Et le deuil, c'est un par un aussi, et c'est très présent, évidemment, à chaque page de votre livre. Et vous observez cela, Anna, le poids, justement. Il y a eu beaucoup de morts, quand bien même on n'a pas de chiffre officiel. Et quand vous rencontrez des soldats, ils vous disent nous étions 15, nous sommes 5 aujourd'hui. Ça, effectivement, la proximité de la mort chez les soldats, effectivement, chacun s'y habitue. C'est pareil, c'est-à-dire il n'y a pas de... Pour vous dire, j'ai rencontré un type de 23 ans qui doit être à la tête de 600 ou 700 hommes. Puis je lui posais des questions, et il me disait, écoute, en fait, moi je suis un gars hyper normal, en fait, je suis tout à fait normal. Le seul truc, c'est que j'ai appris à tuer, mais sinon je suis normal. Qui est une phrase qu'on n'entend pas tous les jours. Et il était effectivement hyper normal, et il s'était accoutumé. Il avait trouvé une sorte d'équilibre dans cette situation totalement déséquilibrée. Et je me disais, c'est quand même une espèce de belle preuve de la capacité de l'humain à s'adapter à n'importe quelle situation. Dans le même temps, enfin pas dans le même temps, mais quelques jours après, je rencontre un type qui rentrait du front, qui était dans un état de détresse et de fébrilité totalement dingue. J'ai jamais vu quelqu'un avec cet état de nervosité. On était à un petit concert, il applaudissait fébrilement à chaque, comment dire, il pleurait à chaque chanson, etc. Et puis j'ai été le voir.
Et puis on parle, donc je comprends, il revient du front, il était revenu dans la journée même. Et puis je lui dis, mais là, t'as envie de quoi, là, tout de suite, là? Et il me dit, j'ai envie de faire un hug à quelqu'un. Parce que la seule chose que je tiens dans mes bras, c'est un flingue, je n'en peux plus. C'est tuer ou mourir, c'est ça ma vie, je n'en peux plus. Et il a pris le chemin inverse de l'autre, mais c'est sa manière d'être humain, c'est de refuser justement cette inhumanité. Et en fait, les deux sont des exemples d'humanité très forts. Enfin, je veux dire, ils sont. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal, du coup, à dire. J'essaie vraiment de les regarder un par un, une par une. Et voilà. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça fait une petite mosaïque, bien sûr. Aucun Ukrainien n'a choisi cette guerre, hein, très clairement. C'est clair. Voilà, aucun d'entre eux n'a pris la décision d'aller combattre contre un adversaire alors que l'adversaire n'était pas en train d'attaquer. Ils sont tous, en fait, ils ont tous conscience que la guerre est quelque chose qui est venu bouleverser leur vie. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que précisément, on a, et ça, je pense que vous en rendez très bien compte, on a une très grande gêne dans nos sociétés face aux combattants. Un combattant, on va rechercher chez lui précisément la faille et le traumatisme systématiquement. On part de se présupposer qu'en fait la guerre ne peut rien apporter à l'homme et ne peut que le diminuer d'une certaine manière, le priver en fait de sa vie. Et je pense que voilà, il y a quelque chose que les Ukrainiens répètent en permanence, mais que dans nos sociétés telles qu'elles ont été construites, on a beaucoup de mal à entendre. C'est à quel point en fait, puisque leur vie se déroule dans un contexte de guerre, ils se construisent aussi là-dedans et quelque part essaient de révéler le meilleur d'eux-mêmes en tant que combattants et dans la défense du pays. Moi, c'est vrai que quand je reviens d'Ukraine, par exemple, on me pose souvent la question, alors c'était comment? Et j'ai toujours une gêne à exprimer un ressenti vraiment profond que j'ai. C'est à quel point je les trouve enthousiasmants. Non pas parce que c'est pas parce que c'est facile et que c'est des Rambo sur le front en train de descendre tout ce qui bouge. Bien au contraire, on a très 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 conscience en fait de l'extrême difficulté dans laquelle ils se trouvent, de cette mort présente en permanence, de ces vies déchirées. Et en même temps, quand on voit ce qu'ils en font, hein, quand on voit la manière dont en fait l'énergie qu'ils mettent à protéger ce qui leur est cher. Alors, aussi bien ceux qui sont sur le front et qui combattent, mais aussi ceux qui, par exemple, vont s'engager dans l'aide médicale et l'évacuation des blessés sur le front, dans ceux qui vont s'engager à maintenir une activité culturelle dans le pays qui tournera toujours en fait autour de la guerre, parce que c'est vraiment le thème central, mais qui est là aussi pour que la vie continue, ou alors ceux qui vont être engagés dans des projets d'archivage ou des projets éducatifs, etc. Cette espèce de force vitale, je pense que je ne sais pas comment, en réalité, en rendre compte dans nos sociétés tellement imprégnées d'une culture de paix qu'elles n'envisagent même pas, en fait, l'humanité dans la guerre autrement que comme victime. Non, juste deux petites choses. Beaucoup, à beaucoup, je leur ai dit comment tu décrirais la guerre en quelques mots. Beaucoup m'ont dit Pizniets, donc c'est de la merde, enfin horrible. C'est pire que ça, Ouais, ouais. mais vous diriez comment? Je vais chercher le terme. J'ai Elle ne peut essayé pas le de dire en rester- public. Ah bon. Et, mais paradoxalement, les mêmes vont vous décrire ce qu'ils appellent les bratniks, c'est-à-dire les frères d'armes. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire c'est vraiment un sentiment. Il y a quelque chose de complètement fascinant d'aller se battre sur le front. Ils le disent tous. D'ailleurs, tous ne veulent qu'un truc, c'est y retourner. J'ai rencontré un gars de 23 ans, il lui manquait un bras, il lui manquait une jambe, et il m'a dit, mais tu te rends pas compte, on est une génération dorée, c'est-à-dire on écrit l'histoire de notre pays. Et il me dit, j'appelle tous les jours mon commandant, je sais très bien que je sers à rien, mais je voudrais y retourner. Donc Et ça, Olga aussi, la Ol- karatéka Ol- violoniste, 5 Olga, blessures, un œil en moins, elle veut y retourner. Olga, ils sont venus jouer, parce que donc les forces culturelles, ils sont venus jouer à Cannes. Elle est venue au Festival de Cannes. Ils ont fait un truc. Elle est venue jouer. Le lendemain, elle repartait pour le front. Évidemment, elle veut l'autre chose. Par contre, je ne sais pas si c'est je sais pas si ça correspond à la guerre des deux côtés du front. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont tous la conscience d'être du bon côté de l'histoire. Et nous, le souvenir qu'on a de la guerre en France,
La Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'on a été hyper héroïque. La guerre d'Algérie, on ne peut pas dire qu'on a été héroïque. Donc, on est issu on n'a pas une notion d'héroïsme face à l'histoire en France. Donc, je crois qu'on est dans un rapport un Sauf peu... dans le souvenir de la résistance, justement, c'est ce qui peut s'en Oui, approcher. mais qui a aussi été beaucoup mythifié. Oui, enfin, Mais effectivement, du côté des résistants, évidemment, il y a ça. Mais du point de vue de ce qu'on attribue à la nation, oui. c'est pas pareil. C'est-à-dire, ce que vous parlez du gouvernement, moi, j'ai pas entendu ça, en revanche, aujourd'hui, hein, mais sur l'idée du pays. C'est-à-dire le pays, l'Ukraine, le pays, à chaque fois est vécu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils le vivent, les gens que j'ai rencontrés, comme un endroit de résistance. C'est-à-dire qu'ils ont la Russie, ça dure depuis 8 siècles. La Russie est systématiquement dans un état de domination, de volonté de domination de l'Ukraine. D'impérialisme. Donc le pays Ukraine, en tant que pays indépendant, est vraiment un endroit de résistance. Et donc, moi, j'ai complètement changé ma manière, pour moi, depuis toujours, des notions comme la patrie, le pays, tout ça, le drapeau. Je sais pas, j'y voyais toujours un truc un peu pseudo-nationaliste, un peu, je m'en méfiais et tout ça, mais j'ai changé au-delà de l'histoire de la France ou de mon rapport, j'ai changé mon rapport à ça parce que j'y ai vu quelque chose de profondément noble. Et c'est vrai que ça, ces valeurs peut-être qui dépassent les êtres humains, j'ai l'impression que ça leur donne, et la conscience d'être du bon côté de l'histoire, encore une fois, leur donne une force. Je suis pas sûr que les soldats russes en face aient le même enthousiasme. Non. Vous me faites penser à un livre absolument passionnant d'un écrivain ukrainien qui est aujourd'hui soldat, qui s'appelle Artem Chapey. Vous avez dû le lire Les aussi. gens normaux n'ont pas de les gens ordinaires ne portent pas de mitraillette, oui, qui est le récit de son engagement. Et lui, il dit je suis d'ailleurs toujours d'extrême gauche. J'étais totalement pacifiste. L'idée de tenir une arme ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Ça me faisait horreur. Et les hymnes, les drapeaux, tout cela me faisait rire. Ça n'avait pour moi aucun poids. Ou alors ça me rappelait justement le nationalisme dans ses pires versions. Puis il dit j'ai découvert que les hymnes disaient parfois la vérité. On peut mourir pour la liberté, par exemple. Et son livre est très précisément le récit de ce que vous avez raconté pour vous-même, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, les Ukrainiens, à ma connaissance, sont les seuls qui sont morts concrètement avec le drapeau européen à la main. Bien sûr. Pas un seul Européen n'est mort avec le drapeau européen à la main. Exactement. Et tout est parti de Maïdan, on le rappelait, qui justement était ce qu'on a appelé l'Euro-Maïdan, une manifestation pour l'Europe avec les drapeaux européens. Et c'est ce qui a sans doute mené progressivement la Russie à la guerre, ce choix de l'Europe et de l'Ouest. Mais pardon, je reviens, avant que vous puissiez prendre la parole, je reviens sur... l'enthousiasme dont vous parliez, Anna. En fait, l'État, c'est nous, comme vous le disiez. L'enthousiasme, c'est tout ce que vous venez tous les deux de très bien décrire. Et c'est le fait que, depuis 2014, la société civile, pour les raisons que vous avez expliquées, a construit l'Ukraine. Dans une rapidité de transformation qui est aussi une chose que nous, dans notre vieux pays, un peu difficile à transformer, comme on le constate, on a du mal à imaginer. Ils ont, en quelques années, profondément transformé l'État en prenant le pouvoir. La société civile a pris le pouvoir sur l'État. Oui, mais alors à l'ukrainienne, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte de contournement et de débrouillardise, de relations personnelles et d'arrangements d'abord non officiels qui deviennent officiels. Et en fait, aujourd'hui encore, c'est grâce à ça que l'Ukraine a la capacité de se défendre, grâce à cette souplesse qui est la corollaire de la méfiance à l'égard des institutions. C'est-à-dire, puisque les institutions, ça ne marche pas et que je veux changer quelque chose dans les forces armées, eh ben, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais trouver un gars, je vais passer un coup de fil, on va mettre en place ça en douce, puis quand ça marchera, en fait, on va le faire monter à l'échelle. Alors là-dedans, il y a effectivement il y a un savoir-faire qui est une sorte d'art de vivre aussi des Ukrainiens, de se débrouiller dans des conditions hostiles. Si ce pays, en fait, a vécu, les premières décennies post-soviétiques en Ukraine sont très difficiles.
l'un des pays les plus pauvres d'Europe, beaucoup de migrations sortantes, une économie une situation économique compliquée. Et en fait, ils ont, voilà, quelque part, ça leur a donné aussi des savoir-faire d'arrangement, de contournement, d'adaptation, de changement de métier aussi pour un individu. C'est-à-dire, on ne s'envisage pas forcément dans une carrière linéaire. On sait que plein de choses Ce qui peuvent revient vous très souvent dans arriver. votre livre, Michel, Voilà. avant même la guerre. C'est Souvent ça. On des sait que tout parcours. peut arriver dans une vie. Mais aujourd'hui, il y a autre chose qui s'y ajoute. En fait, l'un des effets profonds de la guerre, c'est qu'elle vous fait perdre en fait tout contrôle de votre avenir. Dans la mesure où, précisément dans la manière dont la Russie conduit la guerre à l'Ukraine, en bombardant en profondeur la totalité du pays, les Ukrainiens, quand ils se couchent le soir, ils savent très bien qu'ils peuvent ne pas se réveiller le lendemain matin et que la guerre est partout sur le territoire. Et en fait, jouer un rôle, trouver sa place et jouer un rôle dans la défense du pays, c'est une manière pour eux de regagner un certain contrôle sur leur destin, y compris sur leur destin individuel. D'ailleurs, il y a une affiche de recrutement des forces armées qui transmet complètement ce message-là. Ça a été, je l'ai observé il y a un an à peu près. Ils changent souvent de... Il y a une campagne de communication très active des différentes forces armées, mais qui dit vous n'avez pas choisi cette guerre, mais vous pouvez choisir votre place dans la défense de votre pays. Alors, une journaliste m'a posé une question sur cette affiche en disant mais vous ne trouvez pas que c'est un message un petit peu mensonger, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'ils peuvent choisir quelque chose alors qu'en fait l'armée les embarque et les envoie sur le front. Mais moi, ce que j'y vois en fait, c'est que bien évidemment, vous voyez, la guerre contraint, transforme, bouleverse des vies. Et plus on a la sensation en fait de jouer, d'être un acteur et de ne pas être une victime, de ne pas être un objet de la guerre, mais d'être un acteur de la guerre, plus humainement ça devient insupportable. Même si ce contrôle est tout petit, choisir l'unité où on va combattre ou choisir la position à laquelle on va être. Et s'ajoute à ça, dans ce pouvoir des individus et de la société civile, s'ajoute à ça la rue, qui est quand même fondamentale. L'Ukraine est le dernier pays d'Europe où la rue a obtenu une révolution, a obtenu de faire tomber un président. Et on retrouve ça depuis 2014, depuis 2013, tout le long de la séquence. Je crois en juillet, sauf erreur, quand il y a eu ce projet pour le moins discutable du pouvoir ukrainien de réduire le pouvoir des agences de lutte contre la corruption, les Ukrainiens, alors que le pays est en guerre, sont descendus dans la rue et ont fait une nouvelle fois, c'est arrivé extrêmement régulièrement, reculer le pouvoir. Parce que c'est pour ça qu'ils se battent. Exactement. Et à chaque fois qu'en fait on a ce type de manifestation ou de critique du pouvoir politique, moi j'entends voilà, l'Ukraine est fragilisée, Zelensky est fragilisé et donc ça va tomber. Alors que c'est le contraire. Alors que c'est complètement le contraire. Là aussi c'est totalement contre-intuitif. Je veux dire si demain Zelensky part de la présidence de sa propre volonté ou par un autre mécanisme, ça ne changera absolument rien parce que précisément derrière cela il y a il y a un attachement à une société démocratique extrêmement imparfaite, mais néanmoins, les principes sont là. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour Zelensky, par exemple, que les Ukrainiens se battent. Même d'ailleurs, depuis le premier jour, le culte de la personnalité que l'on a pu avoir ici, on ne le trouve pas en Ukraine. Mais en revanche... il représente la nation ukrainienne. Oui. Voilà. Et tant qu'il la représente, il est en place. Le jour où il ne la représentera plus, ce sera un autre. C'est son mot historique au début de l'invasion à grande échelle, quand la fameuse phrase, quand on lui a proposé, quand l'Occident lui a proposé de l'exfiltrer, qu'il a répondu, on connaît tous le mot, j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. En fait, c'est pas les Ukrainiens qui l'ont suivi, c'est lui qui a exprimé ce que des centaines de milliers d'Ukrainiens étaient en train de dire au même moment. Il a senti ce qu'était sa nation, oui. Non, mais il incarne, alors en tous les cas à l'international, parfaitement la résistance. Cette guerre-là, il l'a gagnée le premier jour face à Poutine. On a vraiment deux modes, deux projets de vie qui sont à l'opposé l'un de l'autre, qui sont incarnés par deux hommes. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'ils s'appellent tous les deux Vladimir et Volodymyr. Et alors, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est un prénom qui veut dire quelque chose. Et c'est un prénom qui veut dire à la fois celui qui détient la paix et qui veut dire aussi celui qui fait régner
la paix. C'est deux Oui. manières de voir et donc c'est assez étonnant ce petit truc. Il y a aussi un truc aujourd'hui, c'est que moi, donc je suis retourné sur le front au printemps Oui. dernier et la première fois, j'avais été en train et là, j'ai été en voiture. Donc j'ai parcouru ce que je n'avais pas fait. Et en fait, quand les soldats meurent, ils ont sur leur tombe un drapeau ukrainien qui est dressé. Et en fait, quand vous traversez en voiture, vous traversez des villages et alors, les cimetières, c'est des champs de drapeaux. Oui. Et vous comprenez que dans un pays comme ça, il est impossible, il est impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet il y a vraiment un effet de fraternité autour enfin, dans ce pays qui est extrêmement fort. J'étais avec des soldats, on s'est arrêté pour prendre un café. On leur fait pas payer les cafés, ils sont et on leur dit merci, on leur dit merci de pouvoir me laisser vendre mon café en paix. Et donc Oui. aujourd'hui, la figure du soldat, c'est la figure héroïque n'est peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas, c'est la figure. C'est la figure de l'unité, peut-être, du pays. Exactement, c'est la figure du pays. J'avais demandé, parce que moi je parlais un peu de tout et de n'importe quoi avec les gens, n'étant pas ni journaliste professionnel, ni sociologue, ni politologue, ni rien du tout. Et donc je parlais avec l'interprète qui était une jeune femme et je lui dis, mais les rapports hommes-femmes, est-ce que ça a changé? Elle me dit, oui, nous, c'est vrai que moi avant c'était Ryan Gosling, George Clooney, tout ça c'est fini, hein. Elle dit, moi maintenant c'est un type en treillis sur son char, quoi. Et avec un bras en moins. Ouais, mais mine de rien, alors elle m'a pas dit ça, mais mine de rien, je trouvais que ça en racontait quand même pas mal sur la société. Absolument. Bon, nous aurions 1000 autres choses à dire, mais vous aussi, j'en suis sûr. Donc, alors, je ne sais pas si des micros peuvent circuler dans la salle. Est-ce que quelqu'un a des micros? Sinon, oui, bah, Il y a un monsieur devant qui oui, oui. demande. Bah, est-ce que, voilà, oui, s'il vous plaît, monsieur, je vous ai vu en premier, pardon, et après. Merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, en plus, j'ai ma compagne ukrainienne qui n'est pas venue, mais donc qui est réfugiée, qui confirmerait tout ce que vous venez de dire, notamment par rapport à l'État. Moi, mon regard de français de l'État-providence, quand je lui en parle et quand on a nos discussions, elle me dit, mais nous, ils nous aident pas. Hein. Enfin, n'importe quelle aide, qu'elle soit financière ou autre, il y a personne. Et donc, on se doit se débrouiller par nous-mêmes. Et il y a un truc qui s'est créé, et notamment la manifestation anti-corruption est très parlante, parce qu'il faut aussi préciser qu'il y a un couvre-feu, et qu'ils ont bravé en fait le couvre-feu, le contexte de guerre, pour aller dire qu'ils n'étaient pas d'accord. J'avais une question, et je ne sais pas si vous l'avez vu dans vos différents entretiens, sur la division Ouest-Est. Moi, elle m'en parle beaucoup, notamment par rapport à la langue. Voilà, on doit parler ukrainien et l'Est du pays est moins, par rapport à son histoire, moins enclin à parler ukrainien. Je ne sais pas du tout si, par exemple, dans les combattants, il y avait une réticence ou alors quelque chose de « je me bats aussi pour ces Ukrainiens de l'Est ». Enfin, voilà, c'est un peu une interrogation que j'avais. Avant que vous répondiez, je renvoie d'ailleurs au livre d'Anna Colin-Lebedev, Jamais frère, qui traite la question en profondeur. La diversité Est-Ouest existe parce que pas la même histoire, parce que pas la même économie. Vous voyez, plutôt proximité avec la Pologne d'un côté, plutôt proximité géographique de la Russie de l'autre, plutôt rurale, plutôt industrielle. Enfin voilà, des dates de rattachement à l'Union soviétique différentes. Donc ces histoires différentes, ça façonne bien évidemment une diversité. Mais je pense que cette diversité a été plutôt instrumentalisée par un certain nombre d'acteurs, et y compris en fait aux yeux des Ukrainiens eux-mêmes. Hein. L'idée d'une Ukraine divisée, ça vient par exemple d'un auteur d'un intellectuel ukrainien, Mykola Ryabchuk, qui a écrit un livre qui s'appelle Les deux Ukraines. Alors en expliquant ça, l'Est et l'Ouest. Puis après, dans les années qui ont suivi, Ryabchuk a dit non, mais en fait c'est pas vraiment les deux Ukraines, c'est une continuité, une pluralité. Et on a bien vu en réalité que depuis le début de la guerre, eh bien, les deux sont beaucoup moins différents qu'on ne l'imaginait. Oui. Alors au niveau de la pratique linguistique, Moscou a utilisé le russe
comme prétexte de la guerre et la défense d'une population russophone prétendument opprimée, etc. Donc la langue est devenue un outil de guerre. Et la langue, et du coup, la langue ukrainienne, en réponse, est un outil de résistance. Mais si on prend, par exemple, chez les combattants, alors je ne sais pas si vous avez échangé là-dessus avec vos interlocuteurs, c'est très intéressant parce que dans les combattants, vous avez bien évidemment des russophones et des ukrainophones. Hein. Et moi, récemment, par exemple, j'étais en contact avec des jeunes hommes qui étaient anciens combattants du bataillon Azov et anciens prisonniers des Russes pendant plusieurs années parce que combattants de l'usine Azovstal. Les grands combats de Mariupol, pour ceux qui ont suivi, ils en ont entendu parler. Donc, extrêmement maltraités par la Russie au cours de captivité. Et de retour en Ukraine, en fait, je les ai rencontrés parce qu'ils s'engageaient dans la formation aux armes pour les civils. Hein. Ils formaient des civils à manier les armes. Et pendant la formation, moi, bien évidemment, je suis très à l'écoute de la manière dont ça se passe. La moitié de la phrase était en russe, la moitié en ukrainien. Hein, c'est-à-dire que vous voyez, ça rend pas du tout les gens, comment dire, la langue a un sens. Dans l'espace public aujourd'hui, l'ukrainien sera là pour affirmer que l'on est ukrainien, mais il y a une place aussi dans la société qui est laissée aux Russes. Je me permets d'ajouter un petit mot sur le fait qu'on a un peu de mal à comprendre ça en France, la structure de l'État-nation, d'une recherche d'unité, en particulier autour de la langue, dans un pays qui a empêché le développement des langues minoritaires et imposé le français un peu partout. On a du mal à comprendre la logique politique d'un pays qui est multilingue. Et qui ne fait pas son unité politique et sociale sur la langue, alors que nous sommes depuis presque 2 siècles habitués à construire la nation autour de la langue en grande partie. Mais la langue est aujourd'hui quand même un enjeu politique majeur. Comme vous disiez, c'est vraiment l'affirmation d'une appartenance à un camp ou à un autre. Pour tout vous dire, dans la première version du livre, en fait, moi, je disais Kiev parce que ça fait 50 ans que je dis Kiev, donc je disais Kiev, et donc je disais toujours Kiev et tout ça. Mais j'ai envoyé le livre à l'armée pour qu'il soit visé, pour pas que je dise des choses que je ne pourrais pas dire. Donc voilà, ils m'ont fait changer quelques trucs, d'ailleurs, parce que c'était pas vraiment dangereux ce que je disais, mais enfin, quand même. Et notamment, donc mes amis de United 24, ils m'ont dit ne dis pas Kiev, s'il te plaît, dis Kiev. C'est vraiment, et je me force à dire Kiev parce qu'effectivement, Kiev, on parle russe tout d'un coup. Donc il y a quand même véritablement. Et puisqu'on est à Blois, j'en profite aussi pour dire que au-delà de la langue, il y a véritablement la réappropriation de l'histoire ukrainienne et non pas l'histoire racontée par les Russes. L'histoire ukrainienne a été quand même volée, phagocytée par les Russes. Et depuis 2022, il y a une explosion des ventes de livres d'histoire ukrainienne, et notamment le livre de Timothy Snyder, évidemment, mais il y a véritablement un enjeu de se réapproprier son histoire, sa culture, sa langue. C'est vrai de la littérature aussi. Absolument. La littérature en ukrainien qui était minoritaire et entretenue dans sa minorité jusqu'à 2014. Mais Andrei Kourkov, par exemple, qui est un très grand auteur, continue à écrire en russe. Alors, il est emmerdé, mais c'est ma langue d'écriture. Mais on publie de plus en plus, y compris les auteurs du passé qui ont été massacrés, qui ont été interdits. Et il y a une vitalité autour de la littérature en ukrainien qui en ce moment est très, très impressionnante. Kourkov, il écrit en russe, il se fait traduire en ukrainien, ses livres ne sortent pas en russe. Et donc... Oui, la version russe n'existe pas. Non, elle n'existe que chez lui. Ouais. Donc, pardon, vous avez une question. C'est mieux. Oui, bonsoir, merci pour cette discussion. Je voulais savoir si vous aviez un regard sur 2 aspects. Quelle est la responsabilité éventuelle de l'Occident, l'OTAN, les États-Unis sur le déclenchement de la grande phase? Et puis le deuxième, c'était la comparaison que vous aviez éventuellement avec la guerre russo-finlandaise qui a eu lieu il y a quelque temps maintenant, mais bon, dans laquelle la Finlande a résisté énormément à la Russie. Alors, ce serait peut-être un peu long de faire l'histoire de la guerre russo-finlandaise. Non, moi je peux juste vous dire quelque chose que je n'ai, je pense, aucune légitimité pour parler de la responsabilité de l'Occident. C'est pas du tout
c'est pas dans mes cordes, juste sur la guerre russo-finlandaise. Un des intervenants me l'a cité comme étant un modèle en disant c'est eux qui avaient raison, ils prenaient les cadavres des Russes, ils les plantaient la tête la première dans la neige, et ils ont fait toute la frontière comme ça. C'était une manière de dire bienvenue en Finlande. Et donc, ils ont ça pour eux, ça parle. Voilà. Mais sur la responsabilité de l'Occident, peut-être. Alors, ce qui est un peu gênant avec cette question de responsabilité de l'Occident, c'est que précisément, c'est l'argument qui est utilisé par la Russie pour justifier le déclenchement de la guerre. Qu'il est utilisé. Alors voilà, il est utilisé. Et donc du coup, on est amené à décomposer étape par étape ce que la Russie va dire. La Russie va dire la promesse a été de l'OTAN de ne pas s'élargir jusqu'aux frontières russes n'a pas été tenue. On cherche toujours en fait le document dans lequel une telle promesse aurait été formulée. Spoiler, il n'existe pas. Voilà. On peut toujours continuer à chercher. Mais on dit les pays d'Europe orientale et les pays de l'ex-URSS se sont tournés vers l'OTAN et l'Occident et l'OTAN en a profité. On oublie que s'ils se sont tournés vers l'OTAN, c'est parce qu'ils ressentaient une menace de la part de la Russie depuis de nombreuses années. Donc oui, il y a un certain nombre de choses, et c'était pas qu'un ressenti. Par les Russes, il y a un certain nombre de choses que la Russie peut observer sur le terrain, mais qui sont aussi la conséquence de ses propres actions sur le terrain. Donc, en ce sens-là, effectivement, on peut, les arguments russes trouvent toujours un contre-argument. Moi, c'est vrai que n'étant pas internationaliste, vous voyez, je ne vais pas être complètement ferme sur mes conclusions, mais en tout cas, ce que j'observe, c'est au sens de la discipline relations internationales. Mais en étant sur le terrain, depuis le déclenchement de la guerre en 2014 et la révolution sur le Maïdan, c'est vrai que j'ai rarement entendu les acteurs que je rencontrais sur la place Maïdan, les premiers combattants, les combattants par la suite, les gens rencontrés depuis, qui se sont démobilisés. Je les ai rarement entendus me parler de l'Ouest. En réalité, ils parlaient de la menace de la Russie et de la manière dont ils répondaient à cette menace. Et puis, il y a eu la Tchétchénie. Il y a eu la Géorgie. Moi, j'étais en Géorgie au moment où j'ai vu quand même le piège russe se refermer. Ça fait partie du sentiment de menace, effectivement, que peuvent avoir les voisinages de la Russie. Complètement. Et tout à l'heure, enfin, juste parce que ça, c'est un truc quand même qui m'a frappé. C'est il y a eu la Tchétchénie. Et tous me racontaient, quand ils ont su que j'avais fait un film sur la Tchétchénie, ils me disaient mais comment pourquoi tu as fait ça? Enfin, pour eux, c'était de l'histoire interne de la Russie. Il y a eu la Géorgie, où le piège, comme ça, c'est refermé autour de Saakachvili. On peut penser ce qu'on veut de Saakachvili, mais en tous les cas, il y a une mainmise en l'occurrence, Ivanishvili, pour reprendre la Géorgie du côté russe. Ils ne s'en sont pas préoccupés. Donc, ils comprennent très bien l'attitude des autres pays. C'est-à-dire, ils ne sont pas non plus à condamner tout ça. En revanche, je vois, disons, peut-être le manque de clairvoyance qu'ils avaient avant que ça leur tombe dessus m'a rappelé exactement notre manque de clairvoyance. Ça m'a rappelé ce poème de Desnos, je crois, de quand on a arrêté un juif, je n'ai rien fait. Quand on a arrêté ma voisine, et à la fin, il y avait plus personne pour s'occuper de moi. On est un peu dans ce truc-là, et le fait leur manque de clairvoyance, c'est peut-être pas très juste, mais en tous les cas, ou même indifférence, c'était pas très juste, mais en tous les cas, le fait de ne pas s'être investi, c'est exactement là où nous en sommes maintenant. Leur attitude avant la guerre, c'est que moi, plein de gens me disent, mais je n'en revenais pas, je n'y croyais pas, je pensais pas qu'au XXIe siècle, un pays pouvait rentrer comme ça dans un autre pays. Ils étaient, ce que j'ai ressenti à part les militaires de carrière, ils étaient précisément à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, en y allant, je pensais faire un voyage un peu dans le passé, parce que la guerre, pour moi, appartenait au passé, ou alors à des pays très lointains. Et au final, de me reconnaître dans ce qu'ils étaient avant, m'a fait demander si je ne devais pas reconnaître là où ils en sont aujourd'hui, nous, là où on sera demain, si vous voulez. Un voyage dans le futur. Ouais, un voyage dans le passé qui ne se transformerait pas en voyage dans le futur. Et donc, on a beaucoup à apprendre, je crois, du comportement des pays qui sont, à qui des choses comme ça arrivent, pas si loin de nous.
Alors, nous n'avons le temps que d'une dernière question. Monsieur, vous demandez depuis un moment, mais est-ce que vous avez un micro? Je me demandais s'il tenait le mur ou si... Si le mur s'apprête à s'écouler, voilà, prévenez-nous. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais il y a un problème avec ce mur. Mais donc, pardon, une question courte et les réponses seront courtes aussi. Ok, très bien. Je vais poser une question à propos de la nature démocratique. Est-ce qu'on peut lier ça à la Makhnovchina et aussi l'Holodomor au fait qu'en gros Staline est passé plusieurs fois pour essayer de dégommer, mais en gros les aspirations démocratiques, vu que les Ukrainiens ont l'air d'avoir des aspirations plus démocratiques que les Russes ou les Biélorusses. Voilà. C'est même assez net, oui. Alors, en 30 secondes, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Aujourd'hui, les Ukrainiens reconsidèrent complètement toute leur histoire, notamment du XXe siècle, mais aussi du XIXe, en la plaçant dans une continuité de l'oppression. Et en disant ce qu'on est aujourd'hui, ça a été construit par des oppressions successives. Je pense que ça fait partie, cette histoire traumatique de Moscou, en fait, sous différentes formes et dans différents États, qui encore et encore écrase l'Ukraine, fait complètement partie de la manière dont les Ukrainiens se représentent. Ça ne construit pas des aspirations démocratiques particulièrement, à mon sens, mais ça a construit très clairement et a été vraiment consolidé, mais mis dans le béton, leur identité nationale dans ce contexte de guerre. Par exemple, l'idée que Moscou, au-delà de la personnalité politique qui est à la tête du Kremlin, est hostile depuis des décennies, voire des siècles, à l'Ukraine, n'était pas du tout répandue en Ukraine avant 2014. Hein, c'était plutôt une vision, voilà. Il y avait des gens qui disaient ça et on les trouvait un petit peu extrémistes. Aujourd'hui, les Ukrainiens se perçoivent comme ça. Il y a quand même, j'ai entendu beaucoup, c'est l'idée de l'empire, qui est un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui est quand même un empire. Par essence, il est en expansion, il n'a pas de frontières claires, donc on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, ça je l'ai entendu. Moi, quand je parlais de Poutine, il disait, bon, Poutine, c'est pas un homme fou, c'est une constante d'un empire et de l'idée de la Grande Russie, et qui est un enjeu, évidemment, la démocratie qui est vécue comme une gangrène qui pourrait infecter d'autres pays qui se rapprocheraient d'eux, mais c'est aussi un enjeu religieux, c'est aussi il y a véritablement, et puis les Ukrainiens étaient là avant les Russes, enfin il y a toute l'idée comment dire, il y a une obsession de la Russie en règle générale autour de Kiev, c'est clair. Et ça mériterait de longs développements, mais nous n'aurons pas le temps. Historique pour le coup, là, il nous faudrait une table lisez en les historiens, voilà. Mais merci. Ah, bah,